Bienvenue sur le plateau TV de Business Industrie où je reçois celles et ceux qui font l'industrie ou peut-être même la finance. Et justement, nous allons parler des leviers pour financer les projets d'innovation. Vous le savez, innover, c'est prendre un risque. Celui de l'inconnu, du temps investi, des ressources mobilisées aussi sans forcément de garantie de résultat. Alors pour une PME, ce risque peut vite devenir un frein, voire un renoncement. Et justement, pour parler de tout cela, je reçois Lucie Jolibois, tout d'abord, déléguée innovation à la direction régionale de BPI France. Bonjour Lucie, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et je reçois également Étienne Muscard, qui est business developer à Grand Est Développement. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Bonjour Emilien, bonjour à tous. Alors, comment financer concrètement un projet d'innovation? Quels dispositifs sont accessibles aux entreprises du territoire? Et comment transformer une idée encore très embryonnaire finalement en projet structuré, en dossier solide? On en parle avec vous. Lucie Jolibois, vous ouvrez le bal. Alors déjà, on va refaire un petit peu connaissance avec BPI France. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour. Alors BPI France, donc c'est la Banque publique d'investissement. Donc nous sommes une structure qui est détenue par l'État et la Caisse des dépôts très majoritairement. Donc un acteur à la fois public, mais qui a une double casquette. J'aime bien le présenter comme ça. Une casquette donc où on travaille avec les fonds que nous confie notre actionnaire donc principal, à savoir l'État. Et une casquette un petit peu plus privée, où là on lève de l'argent sur les marchés pour accompagner les entreprises. Sur le sujet de l'innovation, on va avoir évidemment la casquette plutôt publique, où on dépend donc de notre actionnaire principal qui est l'État, mais on arrive aussi à aller chercher d'autres sources de financement, par exemple par le biais de l'Europe ou encore des régions. Donc voilà, et donc le rôle principal de BPI France, c'est évidemment d'accompagner les entreprises dans tous les stades de vie de leur vie en fait, que de la création, la transmission, des projets d'innovation, des périodes un petit peu plus tendues parfois en trésorerie. Donc on essaye de les accompagner tout au long de leur vie. Et puis on s'adresse en fait de la TPE à la grande entreprise. Alors on n'a pas forcément les mêmes modalités d'intervention, on ne peut pas forcément utiliser les mêmes produits, mais en tout cas on ne se bride pas. Une entreprise, quelle que soit sa taille, peut venir nous contacter pour qu'on échange sur son projet et voir comment on peut l'accompagner. Donc en 2026, on est d'accord que l'innovation n'est pas réservée aux startups, très clairement. Clairement pas, justement. Merci pour cette question. Avec parce plaisir. que quand on parle d'innovation, on se dit, bah oui, les startups, il n'y a que de l'argent que pour les startups. Non, pas du tout. Évidemment, on a une priorité, c'était une priorité aussi donnée par l'État, qui est d'accompagner ces acteurs émergents. Et donc pour ça, évidemment, ce sont des projets, on part de zéro. Donc il y a un risque fort et donc c'est là où on intervient évidemment. Mais on a une double priorité, à la fois faire émerger ces acteurs, mais aussi accompagner les entreprises plus matures, typiquement les PME, les ETI principalement, et leur dire continuez à innover, continuez à investir pour garder de la compétitivité, pour vous différencier, aller à l'international, tout ça vous donnera du plus. Donc l'innovation n'est absolument pas réservée aux startups. Et en ce moment, en fait, les thèmes, en tout cas les plans stratégiques de BPI France sont la deep tech. Là, on est sur la start-up, des projets avec un très fort degré d'innovation, avec un lien fort avec la recherche. D'ailleurs, c'était la séquence juste avant. Tout à fait, ouais. Et puis, l'industrie. Et là, on n'est pas réservé à la start-up industrielle, la PME industrielle. Mais en fait, j'ai envie de dire, toutes les entreprises, et parfois elles ne savent même pas qu'elles innovent alors qu'elles le font. Et donc c'est notre rôle, c'est aussi de les accompagner et de leur dire, mais si on peut vous accompagner, n'autofinancez pas ces dépenses. Et donc on y viendra après, mais voilà, on a certains leviers qui peuvent être intéressants à mobiliser. On en parlera juste après. Avant de parler de tout cela, justement, on va planter le décor. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur les projets accompagnés en 2025 par BPI France ? Eh bien oui, en 2025, sur la Champagne-Ardenne, du coup, on est à une petite centaine de projets accompagnés, tous dispositifs confondus sur l'innovation, je parle bien que de l'innovation, et pour un petit 25 millions d'euros. Donc c'est quand même, un accompagnement significatif. On ne parle pas que de subventions, j'insiste, c'est une très très faible partie de ce montant. Mais par contre, c'est de l'accompagnement qui ont permis à des projets d'avancer, de se faire, parce que sans ces financements, ils ne démarraient même pas parfois. Donc une petite centaine, grosso modo, avec quand même 2 départements très porteurs qui sont principalement la Marne et l'Aube. Mais on a aussi des projets dans les Ardennes et on incite aussi les Ardennais à nous solliciter, évidemment. Donc voilà, grosso modo, sur le contexte. Vous dites BPI financement, mais pas que.
Il y a d'autres dispositifs alors, Lucie Jolibois? Alors, si on parle innovation, en fait, BPI France a beaucoup de métiers différents. Ok. Donc, voilà, Aurélien, hier, on a un petit peu parlé. Michel parlera de l'international. Donc, oui, on a beaucoup de métiers. On peut faire du financement pour l'innovation, du financement d'immobilier. On peut financer de la trésorerie. Bref, on peut accompagner d'une façon très globale une entreprise. Ouais. Bon, aujourd'hui, la séquence est un petit peu plus focus sur l'innovation. Bien Et sûr. dans l'innovation, on a en effet un panel d'interventions qui dépend en fait à la fois de la taille de la société et aussi surtout de la maturité et du risque du projet. Et en Ok. fonction, on mobilise des outils différents. Alors quels sont-ils justement ces outils? Ah, quels sont-ils? Eh oui. Si je les catégorise, on a les aides à l'innovation, Ouais. les prêts, plutôt des financements, mais qui peuvent être parfois aussi bonifiés, en particulier pour les PME industrielles. Donc là, c'est super intéressant à toutes les PME industrielles du territoire. Si vous avez des projets, venez nous voir, parce qu'on a quand même un produit qui est super intéressant. Ça reste un prêt, mais il a un taux très intéressant en ce moment. Et il peut venir financer des choses que peut-être vous n'imaginiez même pas pouvoir financer. Donc voilà, prenez le temps juste, 5 minutes pour nous appeler, et on voit tout ça ensemble. Donc, aide, prêt et appel à projets, grosso modo, et appel à projets régionaux, nationaux, européens, mon collègue en parlera aussi. Il en parlera, oui. Et puis, la dernière façon d'accompagner une entreprise, mais cette fois-ci non pas financièrement, mais par de l'accompagnement. Ou par des diagnostics sur lesquels on prend en moyenne 50% du coût à notre charge, ce qui permet à l'entreprise d'avoir accès à du conseil ou à des missions particulières pour un coût bien inférieur à ce qu'il aurait payé s'il ne nous avait pas sollicité. Justement, restons sur l'innovation. Est-ce que vous avez des exemples de projets accompagnés, de success story par exemple, sur des startups, des PME? Oui, alors Ouais. on accompagne beaucoup, je vous parlais d'une centaine de projets, on est à peu près sur quand même une majorité encore de startups dans le nombre de projets accompagnés, mais quand même pas mal de PME également, environ 40%. Si je cite dans un projet... Votre préféré? Non, je peux pas dire ça. On va dire un emblématique du territoire qui, j'espère, s'envolera vers un succès qui a, je crois, témoigné hier. On accompagne évidemment Latitude. Ok. C'est un exemple assez intéressant parce que pour le coup, on l'accompagne de plusieurs façons. On a parlé des aides, il en a eu à son démarrage, des prêts. On a fait effet de levier sur les levées de fonds réalisées. Et puis, on est également, et ça c'est dans une très minorité des cas, en fonds propres. Donc là, on est actionnaire de la société. Donc c'est pas nous qui gérons ce sujet, c'est géré à Paris dans le cadre de cette société. Mais en tout cas, voilà, on est à différentes échelles en fait d'accompagnement. Donc on espère que le lanceur de Latitude sera un beau succès. En tout cas, Flore Simon, qui est ici et dans le centre juste derrière, les a rencontrés. Moi, je venais d'arriver en 2020 et ils étaient 3, avec UI Investissement aussi, qui est un fonds local. On partait de rien et aujourd'hui, ils ont quand même un site industriel avec beaucoup de salariés. Je ne sais plus le nombre. L'ancienne usine AstraZeneca d'ailleurs. Pas encore. Bientôt. Oui. Mais déjà aujourd'hui, on voit là où ils en sont arrivés avec encore beaucoup de risques et d'incertitudes. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des projets où c'est notre rôle de prendre ce risque-là, aussi parce que l'État nous a confié des fonds pour le faire. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un exemple start-up industriel, deep tech, voilà, il y en a beaucoup d'autres. Parlons d'une PME par exemple. Une PME, alors je vais parler d'une ETI qu'on a accompagnée plusieurs fois aussi, donc par différents métiers, mais sur l'innovation. Le Bronzeleuse par exemple, je ne sais pas si du coup vous connaissez, mais voilà, qui fait des matériaux, en tout cas des alliages pour diverses utilisations sur des secteurs assez prioritaires et aussi, risqués, où il faut des produits très très qualitatifs. Et donc on les a accompagnés par un pays R&D, c'est une aide à l'innovation sous forme de prêt, mais ça reste une aide à l'innovation pour développer des nouveaux produits, pour aller sur des nouveaux marchés, etc. Donc voilà, et sur des montants qui sont relativement significatifs. Mais on fait aussi des toutes petites aides. En fait, voilà, il n'y a pas de dossier type finalement. Chaque dossier est unique. Et puis on s'adapte surtout à là où en est l'entreprise et le projet qu'elle nous présente. Est-ce que c'est très risqué? Est-ce que c'est moins risqué? Est-ce qu'elle est loin du marché? Est-ce qu'elle a signé des marchés, commercialement? Voilà, où est-ce qu'elle en est? Et ensuite, on essaye de trouver les outils adaptés.
Merci beaucoup, Lucie Jolibois. Dernière question et pas des moindres. Vous avez un très beau stand qui est juste derrière vous. Je Oui. pense qu'on le voit dans le cadre. Pourquoi, si je suis industriel, je dois impérativement venir sur votre stand là tout de suite maintenant? Ah bah déjà, c'est une erreur de ne pas l'avoir encore fait. Mais mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, quand on pense innovation, voilà, on se dit il faut forcément que ce soit un truc qui sorte de l'ordinaire. Mais en fait, un industriel, il a peut-être besoin de créer de nouveaux produits, il a peut-être besoin d'améliorer son procédé, il a peut-être besoin de changer quelque chose pour consommer moins d'énergie. En fait, il peut avoir plein de sujets. Et il se dit pas finalement, et parfois en fait, il a un bureau d'études qui travaille sur des prototypes, etc. Et il se dit pas, en fait, c'est mon quotidien. Il se dit pas, j'innove, voilà. Et parfois le mot innovation fait un petit peu peur. Ouais. Dépenses de R&D, assiette de dépenses éligibles. Voilà, ça fait un petit peu peur. Mais en fait, on est là pour vous simplifier les choses. Donc en fait, toute entreprise qui se dit, bah oui, moi, maintenant aussi, pour me différencier, je suis peut-être sur un marché un petit peu vieillissant, j'ai besoin, ou un marché de niche, j'ai besoin aussi de me renouveler, ou j'ai juste besoin de garder ma place sur ce marché. Bien sûr. Juste, dites-nous, voilà, ce que vous faites, quel est votre quotidien un petit peu, quels sont vos enjeux, quels sont vos projets. Et puis on voit si on peut vous éviter d'autofinancer ces dépenses que vous faites peut-être déjà, ou alors vous donner un petit coup de pouce en prenant en charge une partie de ces dépenses, sous différentes formes évidemment. Et puis après, ça intéresse, ça n'intéresse pas, mais en tout cas, au moins, vous savez comment on peut vous accompagner. Et en plus, si on ne vous accompagne pas par un financement, peut-être qu'on a une mission de conseil qui vous intéresse, peut-être qu'on a un diagnostic qui vous permettrait peut-être de vous ouvrir un peu les horizons à moindre coût, ou alors peut-être qu'on peut vous mettre en relation avec nos collègues sur l'investissement, sur l'immobilier, bref, sur plein de sujets. Ou de la transmission aussi. C'est un plan aussi très important chez BPI France. Donc on a aussi beaucoup de dirigeants d'entreprise qui arrivent à un âge un peu plus avancé. Et donc là-dessus, on est aussi, ça peut être un moyen aussi de discuter de ce sujet-là et de voir comment on peut vous accompagner à court terme, moyen ou long terme. Nous, BPI France, on n'est pas là pour faire un projet et plus entendre parler de vous, puisqu'on n'est pas une banque de flux, c'est la grosse différence avec les banques de la place, peu importe laquelle. Mais par contre, on est là pour accompagner l'entreprise dans sa vie, dans sa croissance, et même aussi d'être là dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Lucie à votre disposition. Jolibois. On est juste derrière. BPI France est finalement un organe à quasiment 360 degrés. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Étienne Muscard, parce que vous allez finalement parfaitement compléter ce que vient de nous énoncer Lucie Jolibois. Vous venez de Grand Est Dev, vous êtes business developer. Est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu Grand Est Dev, s'il vous plaît? Oui, je vais faire très simple et ravi d'intervenir après Lucie et BPI, qui est un partenaire au quotidien de notre agence. Donc Grand Est Développement, pour faire rapide, c'est vraiment l'agence qui accompagne les transformations en région Grand Est, donc des entreprises et des territoires. Ouais. Vous êtes venu avec un programme assez innovant qui fait partie du programme Interreg européen. Il est assez spécifique, c'est le programme Crossroads. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors on a jugé très pertinent en fait de pouvoir pousser cette opportunité aujourd'hui et en ce lieu, parce que vous allez voir que les thématiques et la territorialité sont juste parfaites par rapport à ce qui est attendu sur ce dispositif. Donc, qui est en fait un dispositif qu'on appelle Interreg, donc interrégional européen, qui couvre les territoires France, et je vais préciser les zones éligibles, et Belgique, donc Flandre et Wallonie, et donc qui vise en fait à soutenir des projets d'innovation par du financement, donc à hauteur de 50% en subvention, donc plutôt quelque chose d'assez généreux. Donc sur vraiment des projets d'innovation, pas de recherche, vraiment plus de développement, donc des TRL pour ceux à qui ça parle, donc des niveaux de maturité technologique entre 5 et 8, pouvant aller même jusqu'à de l'industrialisation, donc du TRL 9. Et pour ça, en fait, il faut rentrer dans une zone géographique éligible. Ouais. Donc pour ce qui nous concerne, la Marne, les Ardennes font partie du scope, donc on est au bon endroit aujourd'hui. Complètement. L'autre territoire côté français, c'est Hauts-de-France, qui est également embarqué dans cette initiative. Et côté belge, pour faire simple, c'est toute la moitié sud de la Belgique. Ouais. Donc autant toute la zone frontalière côté Flandre et côté Wallonie.
avec des petites enclaves. Donc là, il faut venir nous consulter pour regarder si le SIRET, puisque c'est ce qui est regardé, de l'établissement principal, enfin de l'entité principale ou de l'établissement, est dans la bonne zone éligible. Voilà. Et donc, je disais également des thématiques qui cadrent les projets qui sont attendus et qui sont, alors vous allez le voir, relativement larges, puisqu'on parle de sujets qui ont trait aux soins et à la santé. Également à l'économie circulaire, à la durabilité, donc tout ce qui va tourner autour de la durabilité en matière d'eau, de matières premières, d'énergie. Et puis enfin, des sujets de numérisation et d'industrie 4.0. Donc, Rien que ça. Pile poil le sujet. Donc voilà, le scope est large et donc permet d'accepter quand même pas mal de projets. Donc sur des projets d'une durée maximum de 2 ans. D'accord, ok. Alors c'est important, vous en avez parlé en préambule, mais vous pouvez bien rappeler, s'il vous plaît, Étienne, les conditions financières de ce programme, s'il vous plaît? Oui, alors les conditions financières, donc c'est de la subvention à 50% donc de l'assiette éligible. Les assiettes, en fait, elles vont de 50 000 euros à 500 000 euros, donc vous divisez par 2 pour avoir la subvention pour les heureux lauréats. Mais je reprécise, on est vraiment sur des projets collaboratifs entre 2 PME à minima, une de chaque côté de la frontière. Donc le corollaire, c'est qu'il faut évidemment vérifier ce statut de PME, trouver le partenaire. Et on est là justement pour ça, pour vous aider les entreprises qui ont des projets éligibles à aller identifier et maturer leur projet avec le partenaire côté belge. Et donc pour ça, en fait, on s'appuie sur nos homologues côté Flandre et Wallonie qui vont faire ce relais par rapport à l'émission de besoins qu'on a pu discuter avec notre entité côté Marne et Ardennes notamment pour identifier le bon partenaire. Donc aujourd'hui, très concrètement, Étienne, j'arrive avec un projet, vous m'aidez à le muscler, très concrètement. C'est ça, en fait, nous on est vraiment là pour vérifier qu'il cadre avec le dispositif, le maturer, donner toutes les chances finalement pour que l'entreprise aille jusqu'au bout et jusqu'à l'acceptation au financement, comme ça a été le cas pour un certain nombre d'entreprises en région. Également, je le rappelle, pour cette identification de partenaires, qui est vraiment peut-être un aspect à la fois qui est de nature à solidifier en fait les projets, parce que par défaut, une bonne idée, je dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en ont. Ouais. Des projets collaboratifs où on se dit on va aller peut-être un peu plus ambitieux. C'est tout l'intérêt stratégique de ce genre de projet-là. Ça veut dire qu'on partage finalement le risque, les coûts, les compétences, la propriété intellectuelle, etc. etc. C'est déjà moins fréquent, et ça a des vertus. Donc on a besoin de faire de la pédagogie sur les vertus de cette nature de projet-là. Je disais PME, attention, vous pouvez aussi faire entrer dans le consortium des établissements publics, des grandes entreprises. Ouais. Par contre, pour le coup, elles rentreraient uniquement en sous-traitance. D'accord. Et là encore, le dispositif est relativement sympathique parce qu'il permet, en tout cas côté français, de ne pas avoir à lister tous les coûts de sous-traitance, d'achat, etc. En fait, il faut toujours les lister en cas de contrôle ultérieur, mais oui, bien sûr. Par défaut, en fait, vous prenez votre assiette de salaire pour les personnes éligibles, vous rajoutez 40% de forfait et ça couvre justement tous ces frais annexes. Donc le calcul en coût simplifié est relativement simple. Même en termes de formalisme d'ailleurs pour les entreprises, parce qu'elles sont assez allergiques, si j'ose dire, à tous ces documents à remplir et compagnie. Quelques pages à remplir, mais on est là pour les aider à assouplir la chose. Et puis derrière, donc 30% d'avance au démarrage du projet. Donc tout de suite le financement qui arrive. Et donc, comme dit, des projets de 2 ans. Donc voilà, plutôt une belle opportunité pour les PME du territoire qui pensent avoir des projets, ont ou non pas, c'est la majorité des cas, de partenaires identifiés. Donc là, ne vous censurez pas là-dessus. On est là pour vous aider à aller les identifier. Et donc... Mais justement... Comment je candidate c'est quoi les prochaines échéances? Alors bonne question, parce qu'il y a un petit critère d'urgence là, puisque le dépôt du 4e appel à projet est demain midi. Donc oui, ça va faire un peu juste pour cette fois-ci. Ou alors vous allez faire des heures sup, Étienne. Non, là ça semble un petit peu acrobatique. Donc ça fonctionne par appel à projet tous les semestres. Donc là on est au 4e appel à projet.
Mais pas de panique, en fait. Donc on aura, dès la rentrée de septembre, un 5e appel à projet qui va arriver. Donc on est plutôt évidemment sur celui-ci. Et puis le dernier qui sera début 2027 et qui verra là donc la fin du dispositif. Donc il faudra se positionner avant. Donc voilà, le conseil c'est vraiment de nous mettre en visibilité les projets, d'en échanger. On est là pour accompagner et donc on est présent sur le salon, sur le stand qu'on partage avec la région. Donc B19, donc à votre disposition pour en discuter avec le reste de l'équipe et vous aider sur cette opportunité. Merci beaucoup Étienne. Pour allécher nos amis industriels, est-ce que vous avez un projet à nous conter? Alors on peut pas, je ne ferai pas de favoritisme envers l'un plutôt que l'autre. Là on peut renvoyer sur le site Crossroads, hein, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, donc un certain nombre de projets, puisque c'est un des corollaires de ces dispositifs, c'est de pouvoir communiquer autour des projets. Donc vous allez en retrouver très bien décrits. Ils sont globalement encore récents, donc il faut les laisser un petit peu se développer pour en avoir vraiment tout le ROI et donc c'est encore un petit peu tôt, mais voilà, allez sur le site de Crossroads et vous trouvez déjà pas mal de matière. Merci beaucoup Étienne Muscar, merci beaucoup Lucie Jolibois. Vous l'aurez compris, deux dispositifs très complémentaires, industriels, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Merci à vous. Merci.